Je vous remercie, Monsieur le vice-président, ainsi que Madame la présidente de Bois d'Effre, de m'avoir permis d'intervenir dans cette prestigieuse assemblée pour vous présenter le cadre général des privatisations et des concessions. Alors, il y a encore quelques années, les deux notions me semblaient totalement indépendantes. Elles ne sont pas présentées l'une à la suite de l'autre, ni l'une en même temps que l'autre dans nos enseignements universitaires de 3e ou 4e année. La convergence des deux notions doit beaucoup au cadre historique que vous avez rappelé, puisque effectivement on a commencé à privatiser des sociétés concessionnaires, alors dans un cadre de mise en concurrence qui en soi ne posait pas de difficultés particulières. La difficulté, je dirais particulière, qui fait qu'on s'interroge aujourd'hui sur la convergence ou la divergence entre les concessions et les privatisations, les avantages et les inconvénients des deux formules, c'est effectivement la privatisation de sociétés détentrices de droits exclusifs, puisque effectivement on se rend compte que, à mon sens, on tend vers un système concessif et donc on tend à un rapprochement entre les deux régimes. Alors pour présenter le cadre général, donc sous l'auspice de cette question, rapprochement ou pas rapprochement, faut-il maintenir les divergences? C'est une autre manière de poser la question. Et dans un souci pédagogique, je vais aborder, je crois, 6 ou 7 points qui sont, à mon sens, les points juridiques qui rapprochent ou qui, au contraire, éloignent ces deux notions. Alors d'abord, les notions, je les rappelle rapidement, puisqu'on m'a dit que le public était constitué à la fois de juristes et de non-juristes. Donc autant commencer par les choses les plus simples. Donc la privatisation est étroitement liée aux critères de l'entreprise publique retenue en droit français, à savoir la détention directe ou indirecte de plus de 50% du capital par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé appartenant au secteur public. Et donc, une opération de privatisation, c'est un transfert d'entreprise du secteur public au secteur privé, c'est-à-dire une opération ayant pour effet de transférer au secteur privé plus de 50% du capital de l'entreprise. Évidemment, le lien est extrêmement étroit avec l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur le soin d'y procéder. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument établir une distinction entre la privatisation du capital et la privatisation de la forme juridique, puisqu'en effet, il ne faut pas confondre toute une vague de privatisation de la forme du juridique d'anciens établissements publics transformés en sociétés, précédant souvent, ou pas d'ailleurs, l'ouverture de leur capital. Ainsi, France Télécom est devenue une société en 1996, EDF GDF en 2004, ADP en 2005, La Poste en 2010. Et par exemple, il a fallu attendre 2004 pour que France Télécom, qui était devenue une société, donc une personne morale de droit privé, devienne une société du secteur privé, c'est-à-dire que son capital passe sous la barre des 50%. C'est ce qui est censé advenir aussi à ADP, même si je nourris quelques doutes sur la question. Et enfin, on distingue la privatisation et la délégation au secteur privé, donc le fameux système concessif. Aujourd'hui, tout le monde connaît la définition de la concession qui est issue du Code de la commande publique, qui se définit donc comme un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou au service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service, soit de ce droit assorti d'un prix. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système concessif, il y a un transfert de la personne publique à la personne privée, un transfert d'une activité économique en faveur d'une personne privée qui est censée ne pas être durable, qui est censée avoir une durée limitée. Donc il s'agit, si on revient sur nos deux notions, privatisation et concession, il s'agit de deux formes de transfert d'une activité économique au secteur privé.
l'une définitive par le transfert d'une entreprise et l'autre plus temporaire par habilitation à exploiter une activité économique. Jusqu'à une date récente, à mon sens, c'était le seul point commun. Deuxième point juridique de divergence ou de convergence, le champ d'application. Alors, les propos qui ont été tenus par monsieur le vice-président vont me permettre, moi, d'abréger mon discours, puisque, effectivement, il vous a très largement exposé que les limites aux privatisations, on va commencer par les privatisations, tiennent à la notion de service public national et de monopole de fait, étant entendu que ces deux notions reposent d'une part sur un critère géographique, puisque aussi bien le service public national que le monopole de fait doivent couvrir l'ensemble du territoire national. Pour le service public national, il faut une activité de service public, et pour le monopole de fait, comme on vous l'a très bien expliqué, il faut que, même si l'appréciation du juge administratif ou du Conseil constitutionnel n'est pas celle de l'autorité de la concurrence, il faut grosso modo qu'il n'y ait pas d'activité en concurrence sur le même marché. Il me semble que l'affaire ADP aurait pu conduire à poursuivre un petit peu la réflexion, puisque je rejoins la position de M. Lasserre qui, me semble-t-il, a exprimé certains doutes sur l'efficacité de cette limite, sur son appréciation. Et l'affaire ADP nous conduisait plutôt à envisager un mouvement pour revoir les critères du service public national, puisque ce que nous disent, je crois, le million de personnes qui ont à ce jour signé la pétition, c'est que le service public national devrait être défini plutôt comme un service ayant une importance ou une activité ayant une importance fondamentale pour l'activité économique ou les rapports sociaux de la nation. Moi, j'ai cru à un moment donné qu'il y avait un tournant avec la première position prise par le Conseil constitutionnel dans la décision RIP du 9 mai 2019, puisque le Conseil constitutionnel nous dit que le projet de loi, la proposition de loi, ne comporte pas par elle-même d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 9e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Or, on sait que le service n'a pas d'ampleur nationale, donc soit il fallait comprendre qu'on ait évolué dans la notion de service public national et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation parce que le service public national pouvait être défini comme quelque chose de fondamental pour l'économie ou les rapports sociaux de la nation, soit le Conseil constitutionnel aurait dû relever une erreur manifeste d'appréciation parce que, précisément, il n'y a pas de service public national puisque ADP n'intervient qu'au niveau local. Alors, je me suis dit peut-être qu'effectivement, il y a là un sujet, mais non, le Conseil constitutionnel referme la porte avec sa décision du 16 mai 2019 sur la loi Pacte, donc contrôle de constitutionnalité classique, puisqu'il nous dit que l'activité d'ADP ne revêt pas une dimension géographique nationale, qu'il entre en concurrence avec d'autres aéroports d'intérêt national ou international, ce qui le conduit à constater que ADP ne présente pas en l'état les caractéristiques d'un service public national. Donc on ferme la parenthèse, on reste sur la notion classique telle qu'exprimée en dernier lieu par l'avis du Conseil d'État de 2018 sur la loi Pacte. Qu'en est-il des concessions ? On devrait avoir une certaine corrélation. Ce qui ne peut pas être privatisé ne pourrait pas non plus être concédé ou vice-versa, où on devrait avoir un système de cercle concentrique. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce qu'à l'origine, il s'agissait de deux notions qu'on a envisagées différemment. Mais il va falloir que ça se rapproche parce qu'en effet, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est qu'on ne peut pas concéder, alors assez classiquement, des activités de police, c'est la jurisprudence ville de Castelnaudary. On ne peut pas concéder des activités régaliennes, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel, vous savez, sur les prisons. On ne peut pas concéder l'activité régalienne, mais on peut concéder des activités matérielles
se rapportant à l'activité régalienne. Et enfin, c'est les avis du Conseil d'État sur les établissements publics, 92 et 94. Un établissement public ne peut pas concéder ou déléguer les éléments essentiels de sa mission. Donc, quand on regarde ça et qu'on essaye de comparer, on se dit a priori il n'y a absolument aucun rapport entre les deux, je dirais, limites extrêmes dans lesquelles on ne peut pas privatiser ou on ne peut pas concéder. Il y a deux convergences sur ce point de droit-là. Première convergence, c'est les interrogations actuelles sur le champ des privatisations et les limites posées par l'alinéa 9 du préambule de 46. Certains auteurs, alors pas des moindres, puisque ce sont les auteurs des grandes décisions du Conseil constitutionnel, se demandent si on ne devrait pas ne pas pouvoir privatiser en tout état de cause les services publics constitutionnels, qui sont une catégorie à part des services publics nationaux. Donc je laisse la question en suspens. Et à l'inverse, j'en rajoute une, est-ce qu'on ne pourrait pas privatiser un service public national lorsque cette opération implique le transfert des biens à l'État et la limitation de la durée du droit d'exploitation? Est-ce que ça serait si choquant que cela? Parce que c'est finalement exactement ce qu'on a fait pour ADP et dans une moindre mesure pour la Française des Jeux. Donc la question autrement formulée, c'est est-ce que lorsque l'on tend vers un système concessif, est-ce qu'on ne pourrait pas faire sauter les verrous constitutionnels qui en fait n'en sont pas, parce que c'est une question d'interprétation. On peut ne pas changer la Constitution et encore moins le préambule de 46 parce que c'est absolument pas ce que je suggère. Je pense que certains s'évanouiraient et je les vois là, d'ici, mais tout simplement changer l'interprétation pour parvenir à cette convergence. Mais je laisse la question en suspens puisque c'est probablement le rôle de quelqu'un qui ouvre les débats. Troisième point de droit, alors qui là, à mon sens, va poser beaucoup plus de difficultés, ce sont les procédures. Alors je ne suis pas une ayatollah de la mise en concurrence, mais tout de même, le champ, on va dire, alors je n'aime pas les appeler les grands principes de la commande publique, parce que, à mon avis, la transparence, la liberté d'accès et l'égalité ne sont pas spécifiquement attachés à la commande publique, mais commandent la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence. On n'a jamais, à mon sens, mais si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse, on n'a jamais déterminé le critère ou le champ d'application de ces principes. Jusqu'où va-t-on? Alors, les contrats de la commande publique, dont les concessions, ça tout le monde est convaincu, ok, on a une procédure de mise en concurrence. On a étendu cette procédure aux autorisations d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique par l'ordonnance de 2017. Et c'est une procédure de sélection, on nous dit, et pas une procédure de mise en concurrence. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des nuances. On peut envisager qu'une telle procédure soit étendue aux autorisations d'occupation du domaine privé en vue d'une exploitation économique. C'est promo impressa, on a une réponse ministérielle là-dessus. Pourquoi pas? Aujourd'hui, les professions réglementées échappent aux règles de la commande publique, mais on pourrait se demander si, via la directive service, elles ne seraient pas aussi soumises dans certaines formes et avec certaines limites à des procédures de mise en concurrence. Et enfin, la Cour de justice, dans l'arrêt Sporting Exchange de 2010, nous dit lorsqu'il y a une habilitation unilatérale et avec octroi de droits exclusifs, il faut une procédure de mise en concurrence. Il y a un dernier bastion, c'est la cession des biens publics en dehors des biens de l'État, où il y a une procédure et encore c'est une passoire, et les privatisations, précisément. En effet, les privatisations, il n'y a aucune obligation procédurale, sauf disposition législative spéciale. Lorsque l'on regarde l'ordonnance du 20 août 2014 relative donc à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et son décret d'application, on se rend compte qu'elle ne fixe aucune procédure particulière.
L'article 21.1 renvoie le cas échéant à un cahier des charges de l'appel d'offres, mais on ne nous dit pas quand est-ce qu'il y a un appel d'offres. Il y a une note produite par la Commission des participations et des transferts qui commence à dater un petit peu, qui date de mars 2016, qui évoque l'existence de 2 procédures, mais là encore, on ne peut en tirer absolument aucune obligation procédurale. D'autre part, il est absolument admis et convenu que le choix d'un associé par une personne publique n'est pas soumise à une exigence procédurale, puisque pour l'introduire, il a fallu prendre des textes. C'est le cas de la CEMOP, donc je pense qu'en dehors de textes précis, lorsqu'une personne publique ouvre le capital d'une société qui lui appartient, elle n'est pas obligée de mettre en concurrence. Enfin, même si on va voir le régime des aides, puisque le prix de la privatisation peut être constitutif d'une aide, et que normalement on échappe à la notion d'aide lorsque l'on met en concurrence, mais on a d'autres méthodes. On a la méthode de l'expert indépendant, impartial, etc., qui va nous faire une évaluation qui nous convient. Et en droit français, en plus, on a un expert indépendant, un expert peut-être pas indépendant, mais en tout cas qui est capable de faire une évaluation, c'est la fameuse commission des participations et des transferts. Qui est indépendante quand même, attention. Vous dites... Oui, non, je ne dis pas qu'elle n'est pas indépendante, je dis que si on regarde la nomination de ses membres, on a quand même des fonctionnaires. Non ? Oui, enfin, qui ont aussi des garanties. D'accord. Donc elle est indépendante. Voilà, on ferme le débat. Elle est indépendante et d'ailleurs elle a bien, enfin je dirais, elle a opéré de manière extrêmement efficace et elle est encore en train d'opérer de manière extrêmement efficace s'agissant des 2 privatisations qui font en ce moment litige. Et que donc, à moins d'introduire une disposition législative spéciale, comme on l'a fait pour les aéroports, eh bien, il n'y a pas de mise en concurrence. Ça veut dire tout de même que via le rachat de la majorité du capital d'une société publique qui dispose d'une infrastructure de première importance, sans mise en concurrence, on peut bénéficier du droit d'exploiter de manière totalement illimitée dans le temps cette infrastructure de première importance, ce qui a sans doute justifié qu'aujourd'hui on se rapproche du système concessif, mais il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, à un moment donné, si on veut vraiment rapprocher les régimes de privatisation et de concession, il faudra se pencher sur l'extension des obligations de mise en concurrence aux procédures de privatisation. Et là encore, je laisse la question totalement ouverte. Le 4e point à voir, ce sont les biens. Les biens, c'est là où, à mon sens, la différence était la plus importante et en même temps, le rapprochement aujourd'hui est le plus important. Pourquoi ? Pour les concessions, depuis l'arrêt d'Assemblée commune de Douai du 21 décembre 2012 et sa codification à l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique, eh bien, tous les biens qui sont nécessaires au fonctionnement du service public sont réputés appartenir dès l'origine à la personne publique et lui faire retour gratuitement. Donc pour les concessions, depuis presque une dizaine d'années, où on n'a plus le choix en fait, de la qualification des biens, pour les concessions, il n'y a aucun sujet. Les biens qui sont nécessaires au service public et qui doivent donc pouvoir être transmis ensuite aux futurs exploitants de l'activité sont de la propriété ou restent la propriété des personnes publiques. Les privatisations, ce n'est pas le cas, puisque je viens de le dire. Lorsque l'exploitant se porte acquéreur de la majorité du capital, eh bien, il y a indirectement transfert définitif des biens. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les établissements publics ont été transformés en sociétés, on a transféré les biens. Et comme on a transféré, enfin dans la majeure partie des cas, comme on a transféré les biens, au moment de la privatisation, on se retrouve effectivement avec le constat que ces biens vont devenir une propriété privée de manière durable. Alors, on avait résolu le problème avec l'introduction
de régime de substitution à la domanialité publique. On avait, par exemple, la loi de 2005 sur ADP avait imaginé tout un arsenal de mesures, alors avec, vous l'avez rappelé, le droit d'opposition à certaines opérations qui est devenu un droit d'autorisation préalable. Les biens étaient qualifiés d'ouvrages publics, bien qu'appartenant à une personne privée, et ils étaient déclarés insaisissables, et le régime des baux commerciaux a été écarté. Aujourd'hui, le législateur s'engage dans une voie qui est beaucoup plus radicale, qui est celle du retour des biens à l'État. Puisqu'en effet, donc, pour ADP, les biens vont être transférés en pleine propriété à l'État à l'issue de la période d'exploitation de 70 ans. Alors, ce n'est pas gratuit, mais en tout cas, c'est fait. Et on a exactement la même chose pour SNCF Réseau. En effet, tout le réseau avait été transféré à RFF en 1997, mais aujourd'hui, l'article L 2111-1 du Code des transports est modifié, puisque la société SNCF Réseau n'est que attributaire des lignes du réseau ferré national. Donc là, on a un vrai rapprochement, puisque dans le cadre d'une privatisation, les biens sont récupérés par l'État, et donc on se rapproche indéniablement d'un système concessif, ce qui pose d'ailleurs la question de la procédure à l'issue des périodes d'exploitation limitées qui sont accordées aux sociétés privatisées. C'est mon 5e point, puisque le 5e point s'intitule « La limitation de la durée d'exploitation ». Là encore, on n'a pas de doute. Une concession, c'est un contrat à durée limitée. Au terme de la concession, on réouvre la concurrence, normalement, et vous avez, là encore, tout un arsenal de règles qui vous expliquent comment on va calculer la durée de la concession. Pour les privatisations, c'était définitif. Alors, c'est toujours définitif, on privatise le capital et on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, ce que vient de faire le législateur, à 2 reprises, c'est limiter dans le temps le droit d'exploitation accordé à la société privatisée. Pour ADP, c'est 70 ans. Pour FDJ, c'est 25 ans. Et la question qui se pose, c'est quid à l'issue de ces 2 périodes? Est-ce que l'on va tomber dans un système concessif, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre en concurrence l'opérateur pour accéder à l'exploitation des biens ou des activités s'agissant de FDJ, ou est-ce qu'on va repartir sur un système d'octroi de droits exclusifs pour des durées qui sont longues? La question, alors je ne sais même pas si je vais oser le dire, mais la question peut aussi se poser pour SNCF, puisque les biens ont été retransférés à l'État, donc peut-être que là aussi, un jour, il y aura mise en concurrence. Le 6e point que je souhaitais aborder, donc l'avant-dernier, c'est l'onérosité du droit d'exploitation. Là, on a une vraie divergence, puisque dans le système concessif, quand vous êtes exploitant et qu'on vous met en concurrence, la règle, c'est plutôt la limitation, c'est les fameux droits d'entrée, souvenez-vous, qui avaient posé beaucoup de difficultés. La règle, c'est la limitation. On vous dit les droits d'entrée, c'est-à-dire vous n'avez pas à payer pour accéder au système concessif. Les droits d'entrée dans le Code de la commande publique, alors ils sont interdits dans certains domaines, et sinon ils doivent être justifiés dans les contrats de concession. Et si on se rapporte à l'avis du Conseil d'État du 19 avril 2005, il envisage 2 types de droits d'entrée réguliers, l'indemnisation pour les investissements non amortis et le coût des biens utiles à la délégation que le délégataire sortant aurait cédé à la collectivité. Pour les privatisations, c'est exactement l'inverse. Au jour d'aujourd'hui, la question est combien va payer la Française des Jeux pour avoir le droit d'exploiter pendant 25 ans le droit qui lui est accordé. Et plus élevé c'est, mieux c'est. Alors pas pour la Française des Jeux, évidemment pour l'État, avec la Commission européenne derrière qui pousse un peu à l'onérosité, parce que la Commission européenne, elle considère que quand on a un droit d'exploitation,
ce droit d'exploitation doit être payé. Souvenez-vous, les débats sur la 4e licence de téléphonie. On peut réduire le prix uniquement que pour des raisons, on va dire, d'ouverture à la concurrence. Free a payé moins cher la 4e licence parce qu'on savait que Free allait être un concurrent, on va dire, très efficace. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est le plus cher on va faire payer à l'opérateur son droit d'exploitation, le mieux c'est. Donc là aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on se mette quand même d'accord à quel moment, lorsque l'État confère un droit d'exploitation, et à quel prix l'opérateur doit le payer. Le 7e point, je vais aller plus vite parce qu'il a été très largement abordé par mon prédécesseur, c'est la régulation. C'est la régulation. Quelle régulation dans ces deux domaines? Pour les concessions, eh bien, on se rapporte aux prérogatives classiques prévues par le Code de la commande publique, par les dispositions spécifiques du contrat et par les règles générales applicables au contrat administratif. Pour les concessions, se pose sans doute la question de savoir s'il faut rajouter d'autres régulations ou pas. À l'inverse, pour les sociétés privatisées, on a un renforcement sans précédent de la régulation, ce qui est probablement une bonne chose et ce qui est probablement dû aussi à l'histoire des sociétés concessionnaires d'autoroutes, puisqu'on substitue un contrôle externe rigoureux à un contrôle interne critiqué depuis le rapport Nora. Je ne suis pas sûre qu'on soit bien sorti de ces critiques-là depuis. Il n'en demeure pas moins que vous avez une régulation qui est renforcée sur 3 points sur les sociétés privatisées, sur l'activité de l'opérateur, on le voit pour ADP et FDJ, sur la gouvernance, sur les biens, sans oublier, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, la régulation par des autorités de régulation si l'opérateur agit sur un secteur sur lequel intervient une telle autorité. Donc là aussi, parce que finalement c'est exactement la même chose, c'est contrôler l'exploitant privé d'une activité qu'on considère comme importante, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre à plat les choses et puis avoir le même système à la fois pour les concessions et pour les sociétés privatisées, l'un n'excluant évidemment pas l'autre. Voilà, je vous remercie.